Si cette vieille moissonneuse-batteuse démarre, je te donne mon vignoble entier. » Le rire résonna dans le hangar quand Irène, une jeune mécanicienne, s'approcha de la machine qu'aucun ingénieur n'avait réussi à démarrer. Devant tout le monde, le viticulteur lança sans vergogne « Ce n'est pas un endroit pour une femme, vous allez juste me faire perdre mon temps. » Irène ne répondit pas. Elle se contenta de fixer le tableau de bord, respira profondément et fit une demande qui glaça l'atmosphère. Quelques secondes plus tard, une interruption inattendue changea tout et l'homme qui riait commença à suer froid. « Mes chers amis, laissez-moi vous raconter une histoire qui s'est déroulée à Beaune, en Bourgogne, dans une région qui respire le vin de toutes parts. Nous parlons du cœur de la France viticole, où des domaines gigantesques rivalisent pour voir qui produit le plus, qui possède la technologie la plus moderne, qui est le premier en tout. Et c'est précisément cette obsession d'être le premier qui a engendré le problème que je vais vous raconter maintenant. Olivier Dubois, 58 ans, héritier d'une dynastie viticole qui a débuté en 1890, a toujours été le genre de viticulteur qui doit avoir le meilleur de tout, non par nécessité, vous comprenez, mais par pure vanité. Tandis que d'autres producteurs traditionnels travaillaient encore avec des méthodes plus anciennes, se fiant à des décennies d'expérience, Olivier était obsédé par la technologie de pointe. S'il y avait un nouvel équipement sur le marché, il l'achetait. S'il y avait un système plus moderne, il l'installait. Ces 0,0 hectares de vignes ressemblaient le plus à un laboratoire de technologie agricole qu'à un domaine traditionnel. Mais il y avait un détail qu'Olivier portait avec toute cette obsession. Il croyait au fond de son âme que la vraie technologie était une affaire d'hommes. Système complexe, ordinateur, électronique embarquée, intelligence artificielle. Dans sa tête, une femme pouvait bien travailler dans l'agriculture, mais avec les plantes, l'administration, la partie la plus délicate des choses, les machines lourdes, la programmation, la technologie avancée, ça, c'était un territoire masculin. Point final. En mars 2025, Olivier réalisa le rêve qu'il nourrissait depuis des années. Il acheta une New Holland CR11, la plus grande moissonneuse-batteuse du monde. Vous devez comprendre ce que cela signifiait. Une capacité de 0,00 litres et une technologie d'automatisation avec intelligence artificielle. Le prix, près d'1 million d'euros. C'est bien ce que vous avez entendu. Près d'1 million d'euros pour une seule machine. Olivier organisa un événement pompeux pour l'arrivée de la CR11. Il invita des journalistes, d'autres viticulteurs, même le maire de Beaune vint témoigner de ce qu'il appelait l'avenir de l'agriculture française. Pendant des semaines, il ne parla d'autre chose dans les cafés du village, aux réunions de la coopérative, sur les réseaux sociaux. Le domaine Saint-Rita possédait désormais ce qu'il y avait de plus avancé sur la planète en matière de technologie de récolte. Mais la vie a une façon de nous enseigner l'humilité quand on en a le plus besoin, n'est-ce pas? 3 semaines après l'arrivée de la machine, le cauchemar commença. La New Holland CR11, ce monument de technologie et d'efficacité, ne fonctionnait tout simplement pas correctement. Le système de récolte intelligent, qui devait ajuster automatiquement la vitesse, la hauteur de coupe et la séparation des grains, en utilisant des capteurs et des algorithmes d'intelligence artificielle, présentait des défaillances constantes. La machine s'arrêtait sans raison au milieu des opérations. Les capteurs envoyaient des informations contradictoires et la consommation de diesel était 40% supérieure à celle spécifiée. Olivier, qui s'était tant exhibé publiquement, faisait maintenant face à l'humiliation d'avoir une machine de près d'1 million d'euros immobilisée dans le hangar comme un coûteux monument à son arrogance. Et il a tout essayé, vous savez. New Holland a envoyé une équipe de 3 techniciens spécialisés, tous certifiés internationalement, qui ont passé 5 jours entiers à démonter, remonter, tester, recalibrer. Rien, 0 résultat. La machine continuait d'avoir les mêmes problèmes. C'est alors que l'entreprise suggéra quelque chose qui fit froncer le nez à Olivier.
envoyé une consultante indépendante nommée Irène Dubois, une spécialiste des systèmes d'automatisation agricole qui avait déjà résolu des cas impossibles dans d'autres pays, expliquèrent les techniciens. Olivier hésita. Une consultante, une femme pour résoudre un problème que 3 techniciens hommes hautement qualifiés n'avaient pas réussi à régler. Mais la perte saignait son compte bancaire, 2000 € par jour de machine à l'arrêt pendant la récolte. Au final, la bourse pesa plus lourd que l'orgueil et il accepta. C'était un matin glacial d'avril, quand Irène Dubois arriva au domaine Saint-Rita. Elle conduisait un Renault Alaskan argenté, avec des outils professionnels organisés dans la benne, et avait cette allure pratique de quelqu'un qui n'est pas là pour impressionner qui que ce soit. 36 ans, des cheveux châtains, attachés en un chignon fonctionnel, des lunettes à monture discrète, elle portait un ordinateur portable Dell Precision, aux spécifications militaires, et une mallette d'équipement de diagnostic électronique qui ressemblait à quelque chose tiré d'un film d'espionnage. Mais si vous regardiez attentivement ses yeux, vous auriez perçu quelque chose de plus profond, une ancienne tristesse, de celle que l'on essaie de cacher, mais qui reste gravée dans l'âme. Irène portait une douleur que peu connaissaient. Il y a 4 ans, elle avait perdu la garde de sa fille Hélène, alors âgée de 12 ans. Lors de la dispute judiciaire, son ex-mari, un riche homme d'affaires de Bordeaux, avait argué qu'une mère qui voyage le monde pour réparer des machines et passe des semaines loin de chez elle ne pouvait pas offrir de stabilité à un enfant. Le juge avait acquiescé. Depuis lors, Irène ne voyait sa fille que les week-ends alternés. Et chaque jour, loin d'Hélène, était une blessure qui ne cicatrisait pas. Olivier l'a reçue dans le bureau du domaine avec cet air de celui qui rend un service, vous savez, feuilletant des papiers sur la table, la regardant à peine. « New Holland vous a envoyé, je pensais qu'ils enverraient un vrai ingénieur, quelqu'un qui comprend les systèmes complexes, » dit-il d'un ton mêlant impatience et dédain. Quand Irène se présenta comme la consultante engagée pour résoudre le problème de la CR11, Olivier laissa échapper un rire court, de ceux qui blessent plus qu'une insulte directe. « Écoutez, ma chère, sans vouloir vous offenser, mais cette machine a plus d'ordinateurs qu'un vaisseau spatial. Le système d'exploitation est basé sur Linux personnalisé avec des algorithmes propriétaires d'apprentissage automatique. Êtes-vous sûr d'être prête pour ça ? Parce que ce n'est pas comme programmer une application mobile ou faire un tableau Excel. » Irène répondit avec ce calme professionnel que seule une personne ayant subi de nombreuses humiliations peut maintenir. Elle dit qu'elle était familiarisée avec les systèmes de la CR11 et qu'elle souhaitait commencer le diagnostic immédiatement. Mais Olivier ne pouvait tout simplement pas la laisser travailler. Il insista pour lui expliquer les bases, comme s'il avait affaire à une enfant qui avait besoin d'orientation. Il la conduisit jusqu'au hangar climatisé où la moissonneuse-batteuse imposante reposait. La machine était vraiment gigantesque, faisant paraître l'énorme espace petit. « Voici la New Holland CR11, » dit-il avec la fierté du propriétaire, caressant le métal étincelant. « Elle a un réservoir de 0,0 litres. Elle a coûté plus cher que la plupart des maisons de la ville. Elle a 47 capteurs connectés, un GPS de précision centimétrique et un ordinateur de bord qui traite 2000 données par seconde. Les techniciens de New Holland ont passé 5 jours ici et n'ont pas réussi à la réparer. Alors, avec tout le respect que je vous dois, qu'est-ce qui vous fait croire que vous y arriverez ? » Et croyez-moi, mes amis, cette dernière phrase de sa part contenait tant de venin déguisé en préoccupation qu'on pouvait le sentir dans l'air. Irène, cependant, ne se laissa pas démonter. Elle commença à poser des questions techniques spécifiques sur les codes d'erreur enregistrés, les schémas de défaillance observés, les conditions environnementales pendant les tests, des questions qui montraient une connaissance profonde, vraiment technique, mais Olivier l'interrompait constamment. « Vous avez appris ces termes techniques dans un cours en ligne ? Parce que comprendre la théorie est une chose, mais travailler avec ça en pratique est complètement différent. Ce système a été développé par une équipe d'ingénieurs titulaires de doctorat d'université américaine.
Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut comprendre juste en lisant le manuel. La situation empira lorsque deux employés du domaine, Alain et Christophe, arrivèrent au hangar pour aider si nécessaire. Olivier se tourna vers eux et dit à voix haute, comme si Irène n'était pas là à quelques mètres de distance, « New Holland l'a envoyé ici pour jeter un œil. J'avais dit que nous avions besoin d'un vrai spécialiste, mais il semble qu'ils vont nous faire perdre encore plus de temps. Pouvez-vous imaginer l'humiliation ? Être traitée comme incompétente avant même d'avoir eu la chance de montrer ce qu'elle savait faire. » Mais Irène ravala tout cela en silence, car elle avait déjà traversé des situations similaires tant de fois qu'elle avait développé une armure émotionnelle. Seulement à l'intérieur, à l'intérieur, elle ressentait chaque mot comme un coup de poignard. Irène demanda l'accès au terminal de diagnostic de la machine pour examiner les journaux du système. C'était une demande simple, technique, la base de tout diagnostic sérieux. Mais Olivier hésita, croisant les bras sur la poitrine, dans cette posture défensive de celui qui protège son territoire. « Je ne peux pas laisser n'importe qui toucher au système de la machine la plus chère du domaine, » dit-il, en insistant sur n'importe qui, d'une manière qui montrait clairement qu'il se référait spécifiquement à elle. Irène garda la voix ferme. « Monsieur Dubois, sans accès aux données de diagnostic, il est impossible d'identifier l'origine du problème. J'ai besoin d'analyser les journaux d'erreur, de vérifier les schémas de défaillance du système, d'examiner comment les algorithmes se comportent. » Olivier leva les yeux au ciel, comme s'il avait affaire à une vendeuse insistante, essayant de lui refourguer un produit qu'il ne voulait pas. Algorithmes, journaux, schémas. Vous parlez bien, mais j'ai déjà vu beaucoup de gens qui parlent bien et qui, au moment crucial, ne résolvent rien. Savez-vous combien coûte une intervention erronée sur cette machine ? Si vous touchez à une configuration critique et que vous l'endommagez, qui paiera ? Il céda finalement, mais avec une condition qui sonna comme une gifle verbale. D'accord, vous pouvez regarder, mais vous ne toucherez à rien, vous ne modifierez aucune configuration, et si vous ne savez pas interpréter les codes, je rappellerai les vrais techniciens. Et écoutez, ne me posez pas de questions basiques, car mon temps est précieux. Si vous ne comprenez pas les algorithmes d'apprentissage automatique et les systèmes embarqués, il vaut mieux l'admettre tout de suite. Irène connecta son ordinateur portable au système de diagnostic de la CR11 via un gros câble industriel. L'écran de l'ordinateur s'anima avec des lignes et des lignes de code, des données techniques s'écoulant comme une cascade numérique. Et c'est là que quelque chose d'intéressant se produisit, mes chers amis. Irène commença à naviguer dans les menus du système d'exploitation Linux, personnalisé, avec une vitesse et une familiarité que même Olivier, avec toute son arrogance, ne put s'empêcher de remarquer. Elle accédait à des niveaux de diagnostic que même les techniciens de New Holland n'avaient pas explorés, tapant des commandes complexes sans la moindre hésitation, comme si elle entrait chez elle. Olivier observait par-dessus son épaule, essayant de comprendre ce qui se passait à l'écran. Mais le flux constant de code, de commandes en terminal Linux et de données techniques le laissait complètement perdu. « Ça, c'est de la vraie programmation », murmura-t-il à Alain qui était resté à proximité pour observer. « Je parie qu'elle ne comprend même pas la moitié de ce qui apparaît à l'écran. Elle doit suivre un protocole que New Holland lui a donné, comme un pas à pas appris par cœur. » Alain, un homme de 60 ans qui travaillait au domaine depuis 3 décennies, ne dit rien, mais ses yeux montraient du doute. Il avait vu beaucoup de choses dans sa vie, et cette jeune femme ne semblait suivre aucun protocole. Elle semblait savoir exactement ce qu'elle faisait. 2 heures s'écoulèrent dans un silence absolu, seulement rompu par le son des doigts d'Irène sur le clavier et le léger bourdonnement de la climatisation du hangar. Olivier avait commencé à s'impatienter, allant et venant, regardant sa montre, soupirant bruyamment pour bien faire comprendre qu'il perdait un temps précieux. C'est alors que d'autres viticulteurs commencèrent à arriver.
Serge Lefebvre et Fernand Girard, deux producteurs voisins venus voir la fameuse CR11 et discuter de la récolte, entrèrent dans le hangar avec cette décontraction de ceux qui sont entre amis. « Alors, Olivier, tu as réussi à faire travailler la jeune femme ?» plaisanta Serge, un homme de 52 ans au ventre proéminent et au chapeau de paille. « Travailler ?» demanda Fernand, fronçant les sourcils. « Je pensais que tu avais appelé un spécialiste de New Holland. » Olivier esquissa ce sourire jaune de celui qui essaie de garder son sang-froid. « Eh bien, mes amis, l'entreprise a envoyé cette consultante ici. Elle dit qu'elle est spécialiste des systèmes d'automatisation. » Son ton laissait clairement entendre qu'il n'y croyait pas beaucoup. Serge s'approcha, regarda Irène, concentrée sur son ordinateur portable, et laissa échapper un rire. « Olivier, tu plaisantes, n'est-ce pas? Une femme pour résoudre un problème d'intelligence artificielle. Ce n'est pas changer l'huile d'une voiture, ça, c'est de la programmation lourde. » Fernand, toujours plus direct, fut encore pire. « Écoutez, sans vouloir offenser la jeune femme, mais vous croyez vraiment qu'elle va comprendre tous ces codes? Mon neveu fait des études d'informatique et il dit que ce genre de système est l'affaire d'un génie. Ce n'est pas n'importe quelle petite formation technique qui enseigne ça. » Les trois rirent, et Olivier en profita pour se défouler. Exactement ce que je pensais, mais New Holland a tellement insisté que j'ai fini par accepter. Maintenant, elle est là depuis 2 heures, à regarder l'écran de l'ordinateur, à taper un tas de choses, mais je parie que ça ne mènera nulle part. Irène écoutait tout, chaque mot, chaque rire, chaque commentaire malveillant. Elle ne tourna pas la tête, ne répondit pas, ne se défendit pas. Elle continua simplement à travailler, mais ses doigts tremblaient légèrement sur le clavier. Au fond de son âme, cela faisait mal. Cela faisait mal, parce que cela lui rappelait le procès pour la garde d'Hélène. Lorsque l'avocat de son ex-mari avait argué devant le tribunal qu'une femme qui passait son temps à jouer avec des ordinateurs et des machines ne pouvait pas être un exemple féminin approprié pour une petite fille. « Monsieur Dubois », Irène finit par dire, sans quitter l'écran des yeux, « j'ai trouvé des schémas intéressants dans les journaux d'erreur. Le système entre en boucle de recalibration. » Olivier l'interrompit immédiatement, se tournant vers ses amis, comme s'il donnait un spectacle. « Vous voyez, elle a déjà commencé avec ce jargon technique qu'elle a appris par cœur. Boucle de recalibration, journaux d'erreur. Ce sont tous de beaux termes, mais en pratique, cela ne signifie rien si vous ne savez pas vraiment ce que vous faites. » Serge acquiesça en hochant la tête. C'est comme les consultants qui apparaissent dans les domaines en parlant difficilement, mais qui ne peuvent pas différencier un cépage pinot noir d'un chardonnay. Ils parlent bien, mais ne comprennent pas la réalité. Olivier, se sentant soutenu, alla plus loin. « Vous savez ce que je pense ? Je pense que New Holland fait ce théâtre de la diversité, ces choses modernes, de mettre des femmes partout, même si ce n'est pas approprié. Rien contre les femmes, évidemment. Mais il y a des fonctions qui exigent de la force. Il y a des fonctions qui exigent un raisonnement technique spécifique. Vous comprenez ? » Fernand, toujours le plus agressif du groupe, alla droit au but. « Olivier, avec tout le respect que je dois à la jeune femme ici, mais vous devriez poursuivre New Holland en justice. Vous avez payé près d'1 million d'euros pour une machine qui ne fonctionne pas. Ils envoient 3 techniciens qui ne résolvent rien. Et maintenant, ils envoient une consultante pour faire du tourisme ici. C'est une arnaque pour le client. » Ce fut à ce moment qu'Irène se retourna finalement sur sa chaise et fit face aux 4 hommes. Ses yeux, qui auparavant semblaient seulement fatigués, brillaient maintenant d'un mélange de douleur et de détermination. « Dites-moi, » dit-elle avec un calme impressionnant, « l'un d'entre vous s'est-il programmé en C++? Connaissez-vous l'architecture des réseaux neuronaux artificiels? Avez-vous déjà travaillé avec des systèmes embarqués en temps réel? Comprenez-vous le traitement de signaux numériques ?» Le silence fut gênant. Les 4 hommes se regardèrent, aucun ne sachant quoi répondre. Olivier fut le premier à se ressaisir, et sa réponse fut cruellement. « Nous n'avons pas besoin de savoir ces choses, ma chère. Nous sommes des viticulteurs, des hommes d'affaires.
Nous payons des spécialistes pour faire le travail technique. La différence, c'est que quand on embauche un homme, il résout généralement le problème. Quand on envoie une femme, eh bien, nous attendons toujours les résultats. Christophe, l'employé qui était resté silencieux jusqu'à présent, se sentit mal à l'aise. Il avait 2 filles, l'une étudiant l'ingénierie et l'autre terminant le lycée. Voir cette jeune femme humiliée de la sorte le touchait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Mais il avait besoin de son emploi. Il avait une famille à nourrir et parler contre son patron. C'était tout risqué. Alors, il resta silencieux, et ce silence complice était presque pire que les offenses directes. Irène retourna à l'ordinateur et sa voix sortit basse mais ferme. J'ai identifié le problème central. Le système d'apprentissage automatique rejette les données des capteurs français parce que les paramètres de base ont été configurés pour les conditions de l'hémisphère nord. La machine a été calibrée à l'usine aux Pays-Bas et l'algorithme ne parvient pas à s'adapter aux conditions de sol, d'humidité et d'altitude d'ici. Je peux corriger cela en reprogrammant les paramètres et en élargissant l'intervalle de confiance statistique, mais j'aurai besoin d'un accès total au code source. Olivier explosa. Accès total au code source. Vous croyez que je vais vous laisser toucher au cœur de la machine d'1 million d'euros? Si vous abîmez quelque chose, si vous faites une mauvaise modification, la garantie s'envole. Non, madame, absolument pas. Je vais appeler tout de suite le siège de New Holland, aux Pays-Bas, et exiger qu'ils envoient l'ingénieur en chef, le directeur technique, qui que ce soit, mais pas une consultante qui est apparue ici en pensant en savoir plus que 3 techniciens certifiés. Serge posa la main sur l'épaule d'Olivier dans un geste de solidarité masculine. « Tu as raison, mon ami. Ne la laisse pas toucher. Si ça tourne mal, tu auras encore plus de pertes. » Fernand ajouta, regardant Irène avec un mépris mal dissimulé. « Et puis, jeune femme, avec tout le respect que je vous dois, mais vous n'avez même pas le physique pour travailler avec une machine de cette taille. Ce n'est pas appuyer sur des petits boutons sur un ordinateur, ça. C'est un équipement lourd. Il faut de la force, il faut de l'expérience sur le terrain. » À ce moment-là, une camionnette noire entra dans le hangar, et 2 hommes en uniforme bleu de New Holland en descendirent. C'étaient Philippe Martin et Richard Bernard, les techniciens seniors, qui avaient passé 5 jours à essayer de résoudre le problème. Ils étaient revenus au domaine pour récupérer du matériel qu'ils avaient oublié. Ils ne s'attendaient à trouver personne ici. Mais quand Philippe vit Irène, son visage changea complètement. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit d'une surprise sincère et il courut pratiquement vers elle. « Madame Dubois, dit-il d'une voix mêlant choc et révérence, je ne savais pas que vous aviez été appelée pour ce cas. Mon Dieu, quel honneur de vous avoir ici. » Richard, juste derrière, avait la même expression de surprise et de respect. « Madame Irène, quand l'entreprise a dit qu'elle avait appelé une consultante indépendante, je n'aurais jamais imaginé que ce serait vous. Si nous l'avions su, nous aurions attendu. Ce problème dépasse notre niveau de certification. Et c'est là, mes chers amis, que le monde d'Olivier commença à s'effondrer. Olivier fut complètement confus par la réaction des techniciens. « Vous la connaissez? Comment ça, madame? Elle est médecin ?» La question sortit avec un mélange de confusion et d'irritation, comme si quelqu'un avait changé les règles du jeu sans le prévenir. Philippe et Richard se regardèrent et on put voir sur leur visage cette expression de ceux qui avaient réalisé que quelque chose de très grave s'était produit. Philippe respira profondément et se tourna vers Olivier. Et ce qu'il dit ensuite tomba comme une bombe sur toutes les personnes présentes. « Monsieur Dubois, Madame Irène Dubois-Mendonça n'est pas médecin. Elle est ingénieure logiciel, plus spécifiquement. Elle est l'architecte en chef du système d'automatisation intelligent de la New Holland CR11. » Il fit une pause, laissant cette information s'installer avant de continuer. « Madame a été la chef de l'équipe qui a développé l'algorithme d'apprentissage automatique qui commande toute la récolte adaptative de cette machine. Elle a littéralement créé le cerveau de la CR11.
Le silence qui s'empara du hangar était du genre qui fait mal aux oreilles. Vous savez, ce silence lourd, gênant, où tout le monde réalise que quelque chose d'immense vient d'être révélé. Serge, Fernand, Alain, Christophe, tous regardaient d'Irène à Olivier et d'Olivier à Irène, essayant de traiter cette information impossible. Richard continua, sa voix empreinte d'un profond respect. Nous, techniciens de New Holland, avons reçu une formation de 6 mois pour apprendre à opérer et à effectuer la maintenance de base sur les systèmes que Madame Irène a développés, mais elle est à 3 niveaux au-dessus de nous dans la hiérarchie des connaissances. Le problème de cette CR11 spécifique dépasse nos capacités techniques, car il implique des ajustements dans le code source des algorithmes propriétaires. Seule l'équipe de développement originale, dirigée par Madame Irène, a l'autorisation et les connaissances pour effectuer des modifications à ce niveau. Olivier était pâle. Avez-vous déjà vu quelqu'un réaliser en temps réel l'ampleur de l'erreur qu'il a commise? C'est ce qui lui arrivait. Ses jambes semblaient s'être transformées en gélatine, et il dut s'appuyer sur le côté de la gigantesque moissonneuse-batteuse pour ne pas vaciller. Mais comment avez-vous dit que vous étiez consultante indépendante? Vous n'avez pas dit que... Irène se leva de sa chaise avec un calme qui contrastait brutalement avec la tension du moment. Et quand elle parla, sa voix avait cette fermeté de celle qui avait finalement décidé de ne plus avaler l'humiliation en silence. J'ai dit que j'étais consultante indépendante, spécialisée en système d'automatisation agricole, Monsieur Dubois. Et c'est exactement ce que je suis. C'est vous qui avez présumé que je ne pouvais pas être qualifiée parce que je suis une femme. Elle marcha jusqu'au centre du hangar, où tous pouvaient savoir clairement, et commença à raconter son histoire. Et écoutez bien, mes amis, car cette partie est importante. Mon nom complet est Irène Dubois-Mendonça. J'ai obtenu mon diplôme en ingénierie informatique à l'université de Montpellier il y a 22 ans. J'ai été la meilleure élève de ma promotion. J'ai fait un master en intelligence artificielle appliqué à l'agriculture à AgroParisTech en France, l'une des meilleures universités agricoles du monde. C'est là que j'ai commencé à travailler directement avec New Holland, sur le développement de systèmes autonomes pour les machines agricoles. Philippe et Richard confirmèrent de la tête chaque mot, comme des fidèles écoutant une prédication. Olivier, Serge et Fernand semblaient des statues, incapables de bouger ou de parler. Pendant mon doctorat, continua Irène, sa voix gagnant en force, j'ai dirigé le projet qui a abouti au système de récolte adaptative par intelligence artificielle, qui est installé sur cette CR11 et sur d'autres machines de la gamme. Ce furent 4 ans de recherche, de développement, de tests sur le terrain dans 6 pays différents. Mon équipe a créé des algorithmes capables de traiter les données de 47 capteurs simultanément et de prendre des décisions en temps réel pour optimiser la récolte. Cette technologie a été brevetée et est aujourd'hui sous licence pour divers fabricants d'équipements agricoles à travers le monde. Elle fit une pause et vous pouvez imaginer ce qui se passait dans la tête d'Olivier à ce moment-là. L'homme qui avait dit qu'elle ne comprendrait rien aux algorithmes d'apprentissage automatique et aux systèmes embarqués, découvrait qu'elle avait littéralement inventé ces algorithmes. J'ai donné des conférences techniques à Bordeaux, Lyon, Strasbourg, partageant mes connaissances sur l'agriculture de précision. J'ai formé des centaines d'ingénieurs, y compris Philippe et Richard, ici présents. Les redevances des brevets et des licences d'utilisation de mon logiciel m'ont rendue financièrement indépendante avant mes 30 ans. Sa voix était ferme, mais il y avait une émotion croissante, une vieille douleur remontant à la surface. Mais savez-vous ce qui s'est passé il y a 4 ans, Monsieur Dubois? Olivier secoua la tête négativement, incapable d'articuler des mots. Mon mariage s'est effondré, continua Irène, et maintenant, des larmes commençaient à se former au coin de ses yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Mon ex-mari, un riche homme d'affaires de Bordeaux, ne pouvait pas accepter que je gagne plus que lui, que je sois plus reconnu professionnellement, que je voyage pour des missions de conseil international pendant qu'il gérait une entreprise régionale.
Quand nous nous sommes séparés et que nous nous sommes disputés la garde de notre fille Hélène, qui avait 8 ans à l'époque, il a utilisé mon travail contre moi. » Sa voix trembla, mais elle respira profondément et continua. Au tribunal, son avocat a argué qu'une mère qui passe des semaines dans des domaines à l'étranger, qui travaille avec des machines lourdes et des codes informatiques, qui voyage constamment pour des conférences et des missions de conseil, ne pouvait pas offrir l'environnement féminin adéquat pour élever une petite fille. Il a dit qu'Hélène avait besoin d'une mère présente, traditionnelle, qui serait à la maison quand elle rentrerait de l'école, qui pourrait assister aux réunions parents-professeurs, qui serait un exemple de féminité. Christophe, l'employé qui avait 2 filles, sentit ses yeux picoter. Cela le touchait profondément. « Et le juge a acquiescé, » dit Irène, laissant ces mots planer dans l'air comme une sentence. « J'ai perdu la garde principale de ma fille parce que je travaille avec la technologie agricole, parce que je suis trop doué dans ce que je fais, parce que mon succès professionnel a été jugé inapproprié pour une mère. Depuis lors, je ne vois Hélène que les week-ends alternés. Chaque machine que je répare, chaque système que je reprogramme, chaque problème impossible que je résous est ma façon de me prouver que j'ai encore de la valeur, même si un juge a décidé que mon travail me rendait inadéquate en tant que mère. » Elle regarda Olivier directement, et ce qu'il vit dans ses yeux fut quelque chose qui lui donna envie de disparaître. « Et vous, monsieur Dubois, vous n'êtes qu'un de plus dans une longue liste d'hommes qui me regardent et ne voient qu'une femme envahissant un espace masculin, qui présume l'incompétence avant de vérifier les qualifications, qui font des blagues et des commentaires humiliants, sans jamais imaginer que peut-être, juste peut-être, je sais exactement ce que je fais. Parce que pour vous, peu importe le nombre de diplômes que j'ai, le nombre de brevets que je dépose, le nombre de systèmes que je développe, je serai toujours la jeune femme, la consultante, quelqu'un qui doit prouver sa valeur infiniment, tandis que les hommes médiocres sont présumés compétents jusqu'à preuve du contraire. Serge et Fernand regardèrent le sol, incapables d'affronter le poids de cette vérité. Olivier avait des larmes qui coulèrent sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de pure honte, du genre qui brûle l'âme. Philippe s'approcha d'Olivier et dit avec une gravité absolue, « Monsieur Dubois, avez-vous idée de la chance que vous avez eue? Madame Irène Dubois facture 5 000 € par jour de consultation pour des cas internationaux. New Holland a réussi à la convaincre d'accepter ce travail parce que la machine est en France et qu'elle veut rester près de sa fille. Si vous aviez traité n'importe quel autre consultant international de la manière dont vous l'avez traité, vous seriez déjà poursuivi pour diffamation professionnelle. » Irène retourna à l'ordinateur et maintenant tous observaient dans un silence absolu. « Je peux corriger le problème maintenant, » dit-elle simplement, « mais j'ai besoin de l'autorisation du propriétaire de la machine pour apporter des modifications au code source. » Monsieur Dubois. Olivier ne put que hocher la tête, complètement brisé. Pendant les 45 minutes suivantes, Irène travailla avec une précision et une vitesse qui semblaient surhumaines. Ses doigts volaient sur le clavier, des lignes et des lignes de code apparaissant et étant modifiées à l'écran. Elle ne se contenta pas de corriger le problème de calibration qui avait été configuré pour des conditions européennes, mais elle optimisa l'ensemble du système. Richard, observant de près avec une tablette affichant les paramètres en temps réel, murmurait de temps en temps « Incroyable, elle a réduit le temps de traitement de 23%. Les algorithmes fonctionnent plus efficacement que les spécifications d'usine. » Quand elle eut terminé, elle connecta la machine à un système de test simulé. Les moteurs de la CR11 rugirent à la vie, et pour la première fois depuis des semaines, tous les systèmes fonctionnèrent en parfaite harmonie. Les voyants de diagnostic brillaient d'un vert fixe, les capteurs envoyaient des données cohérentes, la consommation de carburant était conforme aux spécifications. Philippe suggéra un test sur le terrain. 15 minutes plus tard,
La gigantesque moissonneuse-batteuse était au milieu du vignoble, avec Olivier, les deux viticulteurs voisins, les employés et les techniciens de New Holland qui observaient. Quand Irène activa le système de récolte automatique, la machine fonctionna avec une perfection à couper le souffle. Elle se déplaçait en douceur entre les rangs, les rotors travaillant en parfaite synchronisation, les capteurs ajustant automatiquement la hauteur et la vitesse, les grains étant séparés avec une efficacité maximale. Richard filmait tout avec son téléphone, murmurant qu'il allait l'envoyer au siège aux Pays-Bas comme étude de cas. Irène n'a pas seulement résolu le problème, expliquait-il à la caméra, elle a amélioré le système au-delà des spécifications originales. Cette CR11 fonctionne maintenant avec une efficacité supérieure à toute autre unité dans le monde. Quand la machine revint au hangar, après une demi-heure de fonctionnement parfait, Olivier s'approcha d'Irène. Il était visiblement anéanti, les yeux rouges, les mains tremblantes. Alors, à la stupéfaction de toutes les personnes présentes, cet arrogant viticulteur de 58 ans, héritier d'une dynastie, propriétaire de millions, s'agenouilla sur le sol en béton du hangar devant une femme. « Je n'ai pas de mots, » dit-il, la voix brisée par des sanglots qu'il ne pouvait plus contrôler. « Je vous ai jugé de la pire des manières, j'ai dit des choses horribles, je vous ai humilié devant tout le monde. Et vous êtes la personne qui a créé tout cela, vous êtes un génie, et je vous ai traité comme si vous étiez incompétente. Je suis un idiot arrogant, plein de préjugés et cruel. » Irène le regarda, cet homme puissant agenouillé à ses pieds, et ses yeux montraient un mélange de compassion et de fermeté. « Monsieur Dubois, levez-vous. Vous n'avez pas besoin de vous agenouiller devant moi. » Mais quand il commença à se relever, elle continua. « Vous n'êtes pas le premier homme à me sous-estimer, et vous ne serez pas le dernier. Le monde de la technologie agricole est rempli d'hommes comme vous, qui pensent que les femmes sont incapables de comprendre des systèmes complexes. » Elle fit une pause, et tous dans le hangar pendaient à ses lèvres. « Chaque fois que quelqu'un comme vous apprend cette leçon, le monde devient un peu meilleur pour la prochaine femme qui viendra, pour la prochaine ingénieure, pour la prochaine programmeuse, pour la prochaine scientifique qui affrontera le même préjugé. Alors j'accepte vos excuses, non pas parce que vous méritez mon pardon, mais parce que je choisis de ne pas porter le poids de la haine. » Dans les jours qui suivirent ce moment dans le hangar, quelque chose de profond commença à changer au domaine Saint-Rita. Olivier demanda à Irène de rester quelques jours de plus pour finaliser l'optimisation complète du système et former son équipe technique au suivi des paramètres. Mais la vérité est qu'il avait besoin de plus de temps pour digérer tout cela, pour comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé. Le lendemain matin, Olivier arriva au hangar avant l'aube et trouva Irène déjà au travail, préparant des manuels d'utilisation personnalisés pour les opérateurs du domaine. Il portait 2 tasses de café fumant, et quand il lui en offrit une, ses mains tremblaient encore légèrement. « Madame Irène », commença-t-il, la voix empreinte d'une humilité qui semblait étrange venant de lui. « Je veux vraiment dire, pas en tant que patron et consultante, mais en tant qu'être humain. » Irène accepta le café et désigna 2 vieilles chaises en plastique qui se trouvaient dans un coin du hangar. Ils s'assirent là, avec l'imposante CR11 en arrière-plan, et Olivier commença à parler. Et ce qui sortit de lui, mes chers amis, fut quelque chose qu'il avait gardé pendant des années au fond de son âme. Je n'ai jamais raconté ça à personne, mais ma fille Mélanie avait un rêve, dit-il, regardant le café dans sa tasse, comme si les mots qu'il devait prononcer y étaient écrits. Elle voulait être ingénieure agronome, elle voulait étudier la technologie de précision, elle voulait transformer le domaine en un modèle d'innovation. Elle était brillante, vous savez, elle avait d'excellentes notes, lisait tout sur l'agriculture moderne, passait des heures à étudier les systèmes d'irrigation intelligents, les drones de surveillance. Sa voix se brisa et il eut besoin d'un moment pour continuer. Mais j'ai été un idiot avec elle aussi.
J'ai dit qu'une femme au domaine devait s'occuper de la partie administrative, des finances, du bureau, que le terrain, les machines, la technologie lourde, c'était le travail d'un homme. Qu'elle devrait faire des études d'administration ou de comptabilité, quelque chose de plus approprié. Je me suis violemment disputé avec elle quand elle a insisté pour passer le concours d'entrée en ingénierie. Irène écoutait en silence, réalisant que là se trouvait l'origine du venin qu'Olivier lui avait craché. Mélanie est entrée à l'université quand même, continua Olivier, et maintenant des larmes coulaient librement sur son visage. Mais j'ai coupé son argent de poche. J'ai dit que si elle voulait suivre cette voie d'homme, qu'elle se débrouille seule. Elle a obtenu une bourse, a travaillé pendant ses études, mais notre relation est morte. Aujourd'hui, elle vit à Nantes, travaille dans une start-up de technologie agricole, est une ingénieure à succès et me parle à peine. Quand elle m'appelle, c'est juste par obligation pour la fête des pères, à Noël. Nous avons tout perdu à cause de mon stupide préjugé. Il regarda Irène avec des yeux pleins de douleur. Quand je vous ai vu, quand j'ai vu une femme arriver pour résoudre un problème technique complexe, j'ai vu ma fille. Et au lieu de ressentir de la fierté, au lieu de penser que j'avais peut-être eu tort toutes ces années, j'ai ressenti de la colère contre moi-même que j'ai projetée sur vous. Je vous ai humilié parce que je n'arrivais pas à accepter que des femmes comme vous, comme ma Mélanie, soient meilleures que des hommes comme moi. Irène posa sa main sur son épaule dans un geste de compassion sincère. Monsieur Dubois, il est encore temps de réparer cela avec votre fille. Je le sais parce que je vis de l'autre côté de cette douleur. Je me bats tous les jours pour avoir le droit d'être près de mon Hélène, d'être mère, malgré mon travail. Ne laissez pas l'orgueil vous voler plus de temps avec Mélanie. Elle a besoin d'entendre ce que vous venez de me dire. Olivier acquiesça de la tête, essuyant ses larmes du revers de la main. Je vais l'appeler aujourd'hui. Je vais lui demander pardon. Même si elle m'envoie au diable, elle mérite au moins ça. Ce même jour, d'autres événements commencèrent à se dérouler. Serge et Fernand, les deux viticulteurs qui avaient participé à l'humiliation d'Irène, revinrent au domaine Sainte-Rita. Cette fois, ils ne vinrent pas avec arrogance. Ils vinrent honteux, la tête basse, portant un poids visible sur la conscience. « Madame Irène », commença Serge en retirant son chapeau en signe de respect. « Nous sommes venus nous excuser pour ce que nous avons dit hier. C'était impardonnable. Nous avons passé la nuit sans dormir, pensant aux bêtises que nous avons dites, à quel point nous avons été pleins de préjugés et cruels. » Fernand compléta, la voix étranglée. « Si quelqu'un disait ça à ma fille, je serais furieux, mais j'ai fait exactement ça avec vous. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. » Irène les reçut avec une dignité qui les fit se sentir encore plus petits. « J'accepte vos excuses, mais ce n'est pas seulement avec moi que vous devez faire la paix. C'est avec vos propres filles, nièces, petites-filles. Combien de fois avez-vous limité leur potentiel avec des commentaires innocents sur ce qu'une femme peut ou ne peut pas faire ?» Serge déglutit. « Vous avez raison, ma fille cadette voulait apprendre à conduire un tracteur et j'ai dit que c'était une affaire d'homme, qu'elle allait se blesser. Elle a 15 ans et je suis déjà en train de brider ses rêves. » Fernand hocha la tête en signe d'accord. « Et je dis toujours à mes gendres que c'est à eux de s'y connaître en mécanique et que les femmes s'occupent de la maison. » Mon Dieu, on répète ce venin sans même s'en rendre compte. Ce fut Christophe, l'employé silencieux, qui apporta l'histoire la plus touchante. Le 3e jour d'Irène au domaine, il s'approcha d'elle pendant qu'elle effectuait les derniers ajustements sur le système. « Madame Irène, puis-je vous raconter quelque chose ?» Il était nerveux, se frottant les mains. « Ma fille aînée, Camille, a 22 ans. Elle a toujours été douée avec les ordinateurs, depuis toute petite. Quand elle a dit qu'elle voulait faire de l'ingénierie informatique, je l'ai découragée. J'ai dit que c'était un cours trop difficile pour une femme, qu'elle allait souffrir, qu'il valait mieux faire de la pédagogie ou de la nutrition. » Il fit une pause, la voix tremblante. « Elle m'a obéi. Elle fait de la pédagogie maintenant, mais je vois dans ses yeux qu'elle n'est pas heureuse. Chaque fois qu'elle voit quelque chose sur la technologie à la télévision, je vois cette étincelle qu'elle avait quand elle était enfant.
Et ensuite, je vois cette étincelle mourir parce qu'elle se souvient qu'elle a abandonné son rêve. Des larmes coulaient sur le visage de l'homme simple. En vous voyant travailler ici, étant si compétente, si incroyable dans ce que vous faites, j'ai réalisé que j'avais volé le rêve de ma fille, et cela me tue de l'intérieur. Irène tint les mains calleuses de Christophe. Elle a encore 22 ans, il est encore temps, parlez-lui, encouragez-la à faire ce qu'elle aime. Et écoutez, si elle le souhaite, je peux lui parler, lui montrer que c'est possible, oui, que les femmes peuvent et doivent être dans la technologie. Christophe faillit tomber à genoux sur place. Vous feriez ça même après que je sois resté silencieux quand le patron vous humiliait? Irène sourit tristement. Je le fais pour votre fille, pas pour vous. Elle mérite d'avoir quelqu'un qui croit en elle. Olivier, qui avait assisté à la conversation de loin, s'approcha. Madame Irène, j'ai eu une idée. Je ne sais pas si vous l'accepterez, mais je dois la proposer. Il respira profondément. Mes 0,0 hectares génèrent des millions de bénéfices par an, et j'utilise cet argent pourquoi? Pour acheter des machines chères et nourrir mon ego. Mais si nous faisions quelque chose de différent? Et si nous utilisions une partie de cela pour faire une vraie différence? Irène le regarda avec curiosité. Qu'avez-vous en tête, monsieur? Un centre de formation, dit Olivier. Et il y avait une passion sincère dans sa voix maintenant. Ici, au domaine, en utilisant les équipements que nous avons, la technologie disponible. Un endroit où les femmes intéressées par la technologie agricole pourraient apprendre, pratiquer, se former, avec de vrais instructeurs, des équipements de pointe et sans rien payer. Vous pourriez diriger le projet, apporter votre expérience, vos contacts. Nous pourrions transformer cet endroit en un modèle pour la France entière. Philippe et Richard, qui finalisaient des rapports techniques à proximité, s'enthousiasmèrent immédiatement. Monsieur Dubois, ce serait révolutionnaire, dit Philippe. New Holland soutiendrait certainement un tel projet. Nous pouvons apporter des équipements de formation, du matériel didactique et même des instructeurs certifiés. Irène resta silencieuse un long moment, traitant cette proposition. Était-ce sincère? Serait-ce juste une tentative d'Olivier pour soulager sa conscience? Mais quand elle regarda dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Une véritable humilité, un désir réel de changement, un besoin profond de rédemption. « Je vais réfléchir à votre proposition, monsieur Dubois, dit-elle finalement. Mais je n'accepterai que si c'est quelque chose de sérieux, de structuré, qui fasse vraiment une différence. Je ne veux pas d'un projet pour la galerie, je ne veux pas de photos pour le marketing, je veux quelque chose de réel, qui transforme des vies. » « Ce sera réel, » promit Olivier, et il y avait une conviction dans sa voix qui convainquit même les plus sceptiques. « Je vais y consacrer les prochaines années de ma vie, je vais compenser tout ce que j'ai fait de mal, toutes les femmes que j'ai sous-estimées, à commencer par ma propre fille. » Cette nuit-là, Olivier appela Mélanie pour la première fois en 6 mois. La conversation commença tendue, formelle, mais quand il commença à pleurer et à demander pardon, quand il raconta l'histoire d'Irène et tout ce qu'il avait appris, quelque chose changea. Mélanie dit de l'autre bout du fil, elle aussi en pleurs. « J'ai attendu 27 ans pour vous entendre reconnaître cela. » Ce ne fut pas une réconciliation instantanée, ce ne fut pas magique, mais ce fut le premier pas réel vers la guérison d'une blessure qui saignait depuis des années. Isabelle passa 1 semaine entière à la ferme Saint-Rita, non seulement pour optimiser la CR11, mais aussi pour former les opérateurs, enseigner la maintenance préventive, partager ses connaissances. Et pendant ce temps, elle vit Olivier se transformer réellement. Elle le vit demander l'avis d'employés femmes. Elle le vit étudier la diversité et l'inclusion. Elle le vit appeler des agriculteurs connus, proposant des changements. Le dernier jour d'Isabelle à la ferme, tous les employés se réunirent pour un pot de départ, et ce fut Denis, l'employé de 60 ans qui travaillait là depuis 3 décennies, qui résuma le sentiment général. « Madame Isabelle,
Vous n'avez pas seulement réparé une machine ici, vous avez réparé un tas de gens brisés à l'intérieur. » Quand Isabelle monta dans le S10 argent pour partir, Olivier s'approcha de la fenêtre. « Madame Isabelle, merci beaucoup pour tout, pour votre compétence, votre patience, votre compassion, et pour m'avoir donné une seconde chance d'être un homme meilleur. » Isabelle sourit, mais il y avait aussi des larmes dans ses yeux. « Monsieur Olivier, utilisez cette seconde chance. Eh bien, le monde est plein de Mélanie, attendant que leurs parents croient en elle. De Camille, ayant besoin de courage pour suivre leurs rêves. Faites que cela en vaille la peine. » Alors qu'elle roulait sur le chemin de terre qui quittait la ferme, Isabelle regarda dans le rétroviseur et vit Olivier toujours là, lui faisant signe. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que peut-être, juste peut-être, toute la douleur et l'humiliation en avaient valu la peine, si elles avaient servi à changer, ne serait-ce qu'un cœur. 18 mois s'étaient écoulés depuis ce jour transformateur à la ferme Saint-Rita. Et regardez, mes chers amis, quand je dis que le monde a changé à cet endroit, je n'exagère pas le moins du monde. Le centre d'innovation en agriculture de précision du Haut-Dauphiné est devenu une réalité. Olivier a tenu chaque parole de ce qu'il avait promis. Il a investi 3 millions d'euros dans la construction d'installations modernes sur une superficie de 5 hectares annexée à la ferme principale. Laboratoire de programmation, ateliers équipés de technologies de pointe, salles de classe climatisées et équipements agricoles de dernière génération disponibles pour la formation pratique. Isabelle a accepté de diriger le projet et a amené avec elle une équipe d'ingénieurs et de programmeuses qu'elle connaissait du monde entier. Le centre offrait des cours gratuits de 6 mois en programmation de systèmes agricoles autonomes, robotique appliquée, intelligence artificielle pour l'agro-industrie et maintenance d'équipements de précision. Les places étaient très convoitées, et la sélection privilégiait les jeunes femmes à faible revenu qui démontraient des aptitudes et une passion pour la technologie. Olivier, maintenant âgé de 60 ans, s'était complètement transformé. Il travaillait comme ambassadeur régional de New Holland, voyageant dans les fermes du centre de la France, promouvant des programmes de diversité. Mais ce n'était pas seulement un discours vide, non. Il racontait ouvertement sa propre histoire, admettant ses erreurs, parlant de l'humiliation qu'il avait causée, du préjugé qu'il portait. « J'étais un idiot arrogant », disait-il lors de conférences bondées, « et une ingénieure brillante a dû me donner une leçon d'humilité que je n'oublierai jamais. » La réconciliation avec Mélanie fut lente, mais sincère. Elle commença à visiter la ferme régulièrement et travaillait maintenant comme consultante pour le centre, apportant son expérience dans les start-up technologiques. Voir père et fille travailler ensemble, rire ensemble, planifier l'avenir ensemble. C'était la preuve qu'une transformation réelle est possible quand on a le courage de reconnaître ses erreurs. La New Holland CR11, parfaitement calibrée et fonctionnant avec une efficacité 35% supérieure aux spécifications originales, est devenue une légende dans la région. Les agriculteurs l'appelaient la machine qui avait enseigné l'humilité, et beaucoup venaient jusqu'à la ferme Saint-Rita juste pour connaître l'histoire et voir le centre de formation. Un après-midi de septembre, lors de la remise des diplômes de la 4e promotion du centre, 23 jeunes femmes montèrent sur scène pour recevoir leur certificat. Parmi elles se trouvait Camille, la fille de Christian, qui avait abandonné la pédagogie et enfin suivi son rêve dans la technologie. Olivier, remettant les diplômes, pleura en embrassant chacune d'elles. Et quand la dernière diplômée fut appelée, Isabelle sentit son cœur se serrer d'émotion. Hélène Dubois, maintenant âgée de 14 ans, monta sur scène pour recevoir son certificat en fondamentaux de programmation appliqués à l'agriculture. La jeune fille avait passé les dernières vacances scolaires au centre, apprenant, programmant, découvrant qu'elle voulait suivre les pas de sa mère. « Maman, » dit Hélène lors de son bref discours de remise des diplômes, tenant fermement son certificat, les yeux brillants de fierté. « Tu m'as appris que l'avenir n'appartient ni aux hommes, ni aux femmes. Merci d'être mon exemple. » Isabelle,
observant sa fille depuis l'auditorium bondé de 300 personnes, sentit enfin qu'elle avait prouvé sa valeur. Non seulement comme ingénieure, mais comme mère, comme mentor, comme femme qui avait refusé d'être rabaissée. L'histoire de la ferme Sainte-Rita et de l'ingénieur, qui reprogramma non seulement une machine, mais toute une culture de préjugés, se répandit dans tout le Haut-Dauphiné et bien au-delà. Elle devint un cas d'étude dans les universités, un reportage dans des magazines spécialisés, une inspiration pour d'autres projets à travers la France. Et la New Holland CR11, avec ses 775 chevaux rugissant à travers les champs de céréales de la Beauce, porte encore aujourd'hui dans son code la signature numérique d'Isabelle Dubois, un rappel permanent que le savoir n'a pas de genre, que la compétence ne se mesure pas à l'apparence et que l'avenir de l'agriculture, comme l'avenir de tout domaine, appartient à tous ceux qui auront le courage de rêver et de travailler pour leurs rêves. Parce qu'au final, mes chers amis, cette histoire nous enseigne quelque chose de très simple, mais profond. Le respect ne se demande pas, il se gagne. Et la transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais quand elle se produit vraiment, elle change non seulement une personne, mais tout un monde autour.